18h, 19h, Passion classique avec Olivier Bellamy. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust, à un moment donné, la duchesse de Guermantes sort cette phrase originale. Elle dit « Zola, mais c'est un poète ». Alors il y a un mystère autour de cette phrase, on ne sait pas si c'est une certaine provocation comme ça, salonarde d'une aristocratie à bout de souffle, ou si c'est Marcel Proust, c'est une idée très originale qu'il a sur l'un de ses confrères, écrivains. Et je me suis demandé, emboîtant le pas à cette chère Oriane et à ce cher Marcel, si vous ne seriez pas, au fond, Michel Onfray, un poète, c'est-à-dire plus qu'un historien, plus qu'un philosophe, plus qu'un penseur, mais pas un poète qui écrit des rimes, ou qui écrit des vers, ou qui chante les petits oiseaux ou les fleurs, mais quelqu'un qui va à l'os, vraiment à l'os de la langue, de l'histoire, de la pensée, et qui en ressort avec une vision. Alors une vision qui est la sienne, qui est particulière, mais voilà, j'ai pensé ça à la lecture de Décadence, qui est le second tome. Il y en aura 3 en tout. À la fin, il y aura Sagesse, mais là, c'est le deuxième tome, donc, Décadence, de votre brève histoire du monde, encyclopédie du monde. Et voilà, je me suis demandé, est-ce que c'est pas un grand poème tragique ? Ah oui, vous me touchez en me disant ça, parce que d'abord j'ai écrit des poèmes au sens classique du terme. C'est pas versifié à proprement parler, mais 3 recueils de haïkus et quelques textes chez mon ami Michel Delorme aux éditions Galilée, donc des petites choses un peu confidentielles, mais auxquelles je tiens. La sagesse des abeilles, le recours aux forêts, enfin la constellation de la baleine, qui sont presque des textes plus importants pour moi que mes autres livres. Je suis pas très sûr de moi d'ailleurs sur le terrain de la poésie. Par ailleurs, oui, vous avez raison sur cette idée que, au sens étymologique, poiesis, c'est la création. Et il y a effectivement un poète chez Zola, ce que je crois vraiment, sans ironie. Il y a une poésie de la machine à vapeur, il y a une poésie de l'argent, une poésie de la mécanique, une poésie de la prostitution, une poésie de l'artiste, enfin dans tous les romans de Zola, et poésie de la terre, c'est un très grand livre, La Terre. Et je pense que un vrai philosophe français est quelqu'un qui ne peut pas ne pas être un poète. C'est-à-dire qu'il y a une grande tradition dans la philosophie française, de Descartes jusqu'à nos contemporains. En faisant une exception avec Sartre, Merleau-Ponty, une espèce de parenthèse allemande qui est la parenthèse de la phénoménologie, mais sinon la philosophie française est très lisible et très poétique. Si vous prenez Descartes, Malebranche, jusqu'à Auguste Comte, mais toute la philosophie du XVIIIe, Helvétius, d'Holbach, Diderot, Rousseau, même si Rousseau est suisse, mais vous voyez qu'il y a une dimension poétique essentielle dans la philosophie française parce qu'il y a, comme on dit en BD, une ligne claire. Et on peut lire facilement la philosophie française, même Montaigne, ça démarre avec lui. Hein. Et je pense que la philosophie qui fait l'économie de la poésie n'est pas la philosophie qui m'intéresse. Il n'y a pas de poésie dans la critique de la raison dialectique de Sartre. Il n'y a pas de poésie chez les phénoménologues. Mais la poésie, la littérature, la philosophie, c'est ce qui fait la spécificité française. Michel Onfray, vous avez choisi 3 compositeurs de notre temps, 3 compositeurs vivants. Oui. Les fois précédentes, vous étiez venu avec Jean-Sébastien Bach, avec d'autres. Les Madeleines, c'est autre chose. Hein. Mais pour votre programme classique, ce sont des compositeurs vivants. Là aussi, il y a... Donc, visiblement, il n'y a pas de décadence dans l'art musical. Ah, il faudrait qu'on s'entende. Mais vous voyez comment un certain nombre de musiciens contemporains sont des gens qui se ressourcent dans le passé. Et se ressourcer dans le passé, c'est souvent signe de décadence. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément invention d'un nouveau langage. Et je dis pas non plus que c'est pas bien, parce que l'invention d'un nouveau langage pour inventer un nouveau langage, ça peut conduire dans le mur. Tout ce qui est expérimental, tout ce qui est musique pour musicologue, tout ça a permis des thèses, a permis des livres, a permis des colloques, des conférences, des séminaires, mais le grand public s'est séparé d'une partie de la musique contemporaine à cette époque-là. Je dis atonalisme, radicalité dodécaphonique ou ce genre de choses. Comme le nouveau roman, enfin, je dirais, il est mort-né. Tout à fait. Vous avez raison. Aujourd'hui, même d'ailleurs, même le pape du nouveau roman en lui-même, je dis, Rob Grillet, sur la fin de son existence, était revenu à l'autobiographie, au jeu, à l'histoire, à l'aventure, à ce genre de choses.
Et mes amis compositeurs contemporains sont des gens qui ne sont pas des réactionnaires, ce sont pas des gens qui, au sens étymologique, sont allés chercher un langage dans le passé. Mais ce sont des gens qui ont recréé des ponts avec le passé, en disant qu'il y avait des pulsions. Je sais pas, Richard Dubugnon, par exemple, il y a une filiation, me semble-t-il, avec Berlioz. Il y a chez mon ami Eric Tanguy une filiation avec Sibelius. Oui. Et ce sont pas des gens qui disent ce passé-là, je ne le reconnais pas. Il y a une façon lyrique, extrêmement lyrique chez Eric Tanguy. Il y a une façon extrêmement percussive chez Richard, qui font que ils sont contemporains. Ils n'oublient pas que le passé a eu lieu. Ils ne veulent pas faire du passé table rase. Et ils sont capables d'avoir un langage qui fait le génie d'aujourd'hui. Sauf que la production de quelque chose de neuf, comme il y a eu lieu avec je sais pas, le plein chant, avec le baroque, avec le classique, avec la musique romantique, etc. Je ne suis pas bien sûr que nos époques épuisées en soient encore capables. Et si j'ai choisi aussi quelqu'un que je ne connais pas mais que j'aime beaucoup et qui est un grand vivant, Phil Glass, c'est parce que cette musique répétitive est intéressante aussi. Le répétitif et le minimal dit que effectivement on est en train de procrastiner d'une certaine manière. À partir d'une petite cellule musicale, légèrement décalée, puis déplacée dans le temps, on obtient des créations symphoniques qui sont magnifiques et qui sont le langage d'aujourd'hui. Un extrait du concerto pour violon de Philip Glass par Guidon Kremer, qui est le grand maître en la matière. Michel Onfray, merci encore d'être là ce soir en direct dans Passion Classique. C'est votre 85e ou 86e livre? Oui, je pense. Parce que pour un épicurien, vous êtes quand même un bourreau de travail. Enfin, c'est incroyable. D'autant plus que là, c'est un livre d'abord toujours extrêmement clair, mais avec beaucoup de pages et extrêmement documenté. Donc, en dessous, il y a des heures de lecture. Derrière les heures d'écriture, il y a des heures de lecture. Oui, mais moi je ne travaille pas. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion. On me dirait aujourd'hui, il y a une cabale de tous les éditeurs qui ne vous éditeront plus jamais et plus personne ne fera jamais un livre avec aucun de vos textes. J'écrirai encore.
Donc il y a des choses différentes. Il y a l'écriture, puis après il y a le livre, puis après on vient parler du livre, etc. C'est un peu ce qui m'ennuie, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mon bureau, de travailler, de retrouver mes fiches, de lire, de penser, de réfléchir, de fabriquer des plans, d'être dans tout ce travail. C'est une passion, donc c'est pas exactement la même chose que la personne qui est obligée de mettre son réveil le matin pour prendre le train, le métro, sa voiture. Mais ça demande une discipline énorme quand même, d'autant plus grande que le réveil ne sonne pas. C'est votre réveil intérieur sonne déboutrominé. Oui, mais ça c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans le travail. Vraiment, et j'ai des amis passionnés, je vous parlais tout à l'heure de mes amis compositeurs, ils le sont, j'ai des amis qui sont cuisiniers aussi, c'est une passion. Donc c'est pas exactement la même chose que le travail salarié, et quand on a la chance de pouvoir vivre de sa passion, ce qui est mon cas, eh bien il y a une vraie jubilation et il y a un hédonisme à ce travail. L'expression d'une passion est un hédonisme. Le travail, c'est pas le mot qui convient véritablement, pour moi c'est le travail salarié. Ça reste l'étymologie, le fameux tripalium, l'instrument de torture. Et pour beaucoup, hélas, le travail est une torture. C'est quelque chose d'obligatoire. Et je songe à tous ces gens-là dès que le matin, après ma douche et mon petit déjeuner, je me mets à mon bureau avec une espèce de bonheur absolu. Et j'ouvre le robinet là où il a été fermé la veille au soir. Et ça se met à couler à nouveau. Et c'est un vrai bonheur, donc un bonheur hédoniste. Alors, Michel Onfray, dans Décadence, vous célébrez, vous constatez la mort de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous vous en réjouissez, vous contemplez le cadavre de votre ennemi qui passe devant vous, ou vous le déplorez. Dans quel état êtes-vous ? Non, la civilisation judéo-chrétienne est mon amie. C'est pas mon ennemi. Je veux dire que je suis athée. Je démonte les mythes et les mythologies. C'est un petit peu mon travail depuis mon premier livre. Ça n'est pas forcément toujours aperçu, mais depuis le ventre des philosophes jusqu'à aujourd'hui, je fais le même travail. C'est-à-dire, je déconstruis les fictions en disant un philosophe, pour moi, c'est un philosophe des Lumières. Donc, c'est pas quelqu'un qui entretient les fables, les fictions, les mythologies, les religions. C'est quelqu'un qui démonte et qui dit, mais détrompez-vous, ici, il y a une illusion, et juste à côté, vous avez une vérité, une justice, une justesse. Donc, je fais ce travail-là. Et ça me paraît le travail philosophique par excellence. Donc, le judéo-christianisme est pour moi une espèce d'objet d'analyse. C'est pas du tout quelque chose qu'il faudrait détester, mépriser, sur lequel il faudrait cracher, ou etc. Tout ce que nous écouterons, tout ce que nous avons déjà écouté procède du judéo-christianisme. Il y a une culture magnifique. On a inventé des choses sublimes, des auteurs, des pensées, des musiciens, des peintres, etc. Non, cette civilisation est magnifique. Maintenant, je regarde ce qu'elle a été, comment elle est née, comment elle s'est construite. Elle s'est construite dans le sang, mais en même temps, je suis pas de ceux qui disent elle s'est construite dans le sang, alors que toutes les autres civilisations se seraient construites dans des pétales de rose. C'est ainsi, l'histoire est violente, l'histoire est brutale, on fait couler le sang, on décapite des gens, on massacre d'autres individus, et puis on fabrique des civilisations avec la force et la soldatesque qui va avec, pas du tout avec des moines, pas du tout avec des philosophes, pas du tout avec des poètes. Mais c'est l'homme qui veut ça. S'il n'y avait pas de religion, il y aurait toujours un bain de sang. Il y aura toujours de la religion. L'athée que je suis vous le dit, l'athéisme est une vision, une option minoritaire. Parce que j'ai eu l'occasion, on le sait, de perdre ma compagne il y a 3 ans, et on expérimente la généalogie du religieux. C'est-à-dire que face à la mort de quelqu'un qu'on aime, on se dit c'est pas possible. Et tout va dans le sens du ça n'est pas possible. On attend que le cadavre bouge, on attend que le cadavre nous parle, on attend qu'il nous dise quelque chose, on attend qu'il ouvre les yeux, on attend que quelque chose se passe pour que le réel n'ait pas lieu. Et soit on se dit, hélas non, le réel a lieu et je suis en présence d'un cadavre, soit on se laisse faire et on commence à transformer les choses en signes. Et on se dit, tiens, il y a peut-être un autre monde. Le mort n'est pas forcément mort, il m'écoute peut-être, il me regarde peut-être, il part peut-être dans un autre endroit et de là il me voit. Et on commence à être dans la dénégation. Et le propre de la religion, pour moi, c'est de dire qu'il y a un autre monde que ce monde-ci, que cet autre monde donne son sens à ce monde-ci, et puis de se trouver beaucoup plus à l'aise dans l'autre monde que dans ce monde-ci. Moi, je n'ai pas le sentiment de l'autre monde. Il n'y en a pas pour moi, l'autre monde. Nietzsche disait « contente-toi du monde donné », et il y a un moment donné, on se dit on fait pas son deuil, c'est une image, c'est une bêtise de dire qu'on fait son deuil. Le deuil nous fait, mais on fait pas son deuil. Et quand on a réussi à repousser ces tentations d'un au-delà qui serait là pour nous consoler d'une certaine manière, on se dit que la philosophie a fait véritablement son travail, mais les gens ont besoin de nier la réalité qui est tellement violente à leur endroit.
Michel Onfray, quand on vous lit, c'est à la fois passionnant et très irritant. Est-ce que vous le savez? Est-ce que je peux vous le dire? Oui, bien sûr que vous pouvez. Parce que c'est vrai que on réagit parfois violemment à ce que vous écrivez, et parfois on boit du petit lait quand vous reconnaissez le génocide vendéen, quand vous dites que il y a énormément, c'est tellement riche que je ne peux pas tout citer, mais il y a des moments, et quand on vous connaît vous personnellement, vous êtes l'un des hommes les plus sympathiques, les plus courtois et les meilleurs qu'on puisse trouver. Or, vous êtes presque vous avez quelque chose quelquefois dans la phrase de coupant, de cassant, qui peut provoquer chez le lecteur soit un agacement, soit un bond de 6 mètres, s'il est un tout petit peu émotif. Vous le savez, ça? D'abord, merci pour les choses gentilles que vous dites, à mon endroit, mais je le sais de plus en plus. Vous avez raison de me le dire, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas qu'on blesse, en disant des choses qui nous paraissent des vérités, et on sait très bien qu'on blesse. Mais on blesse une fois à droite, une fois à gauche, une fois on blesse les catholiques ou les croyants, une fois on blesse les athées, une fois on blesse les musulmans, une fois on blesse les juifs, et puis une fois on réjouit les juifs, puis une fois on réjouit les musulmans, etc. C'est un petit peu, je dirais, d'une certaine manière, le prix à payer quand on a décidé de ne reconnaître aucune fiction. Il y a peu de gens qui vivent sans fiction. Et il y a un moment donné où, quand on a touché à la fiction de son interlocuteur, on le blesse. Il y a plein de gens qui me disent « J'adore ce que vous faites, c'est formidable », mais ça, je suis pas d'accord. Et juste à ce moment-là, il me dit de la psychanalyse, ce que vous dites de la religion, ou je sais pas quoi. Et je vois bien que je peux blesser. Si je dis Jésus n'a pas existé, c'est un concept issu de l'Ancien Testament, et notre civilisation n'est jamais que la cristallisation sur ce nom-là d'une figure que rendra possible l'art, etc. Je dis ça, c'est une thèse, mais d'un seul coup... Ah oui, c'est une thèse. Oui, c'est la mienne. D'accord. Et oui, j'attends qu'on me fasse la démonstration que ma thèse est fausse. Oui. Mais des gens me disent que c'est d'une extrême violence pour eux, parce qu'ils ont construit toute leur existence sur Jésus. Et je leur dis, mais attendez, mais même si j'ai raison, vous pouvez croire en Jésus quand même. C'est-à-dire, on a le droit, mais c'est pas forcément le Jésus réel qui, etc. Peut-on avoir un débat? Et d'un seul coup, non, parce que on s'aperçoit qu'on est en train de tirer l'échelle sur laquelle les gens sont installés et que on leur fait violence. Donc vous avez raison, je constate que quand j'ai fait ce livre sur Freud sans malice, les gens m'ont dit c'est un pamphlet. Je dis mais c'est pas un pamphlet. J'écrirai un pamphlet, vous verrez la différence un jour. Mais quand je dis un certain nombre de choses que Freud dit lui-même, psychanalyse, ça ne soigne pas, c'est un blanchiment de nègre, nous dit-il. Quand il fait des dédicaces élogieuses, une dédicace élogieuse à Mussolini, quand il travaille avec les nazis pour que la psychanalyse puisse continuer à exister, j'ai eu une espèce de réponse ultra violente. Je dis mais bon, soyez violent avec moi, pas de problème. Il n'empêche que ce que je dis est vrai. Dites-moi que c'est faux. Et puis à ce moment-là. Non, mais ça montre simplement que l'homme est homme, l'homme est faillible. Qu'il peut y avoir une différence entre l'œuvre. Parce que ce qu'on a l'impression, c'est que à vouloir fouiller dans les poches des génies ou des saints, évidemment, on trouve nul n'est un grand homme pour son valet de chambre. Hein. Non, mais je fouille pas dans les poches de Freud, je fouille dans ses livres. Dans ses livres, je fouille dans sa correspondance. Et après, dans sa vie. Oui, mais sa correspondance, c'est secret, enfin, c'est intime. Après, si c'est publié, c'est autre chose. Si c'est intime, c'est-à-dire que si Freud dans sa correspondance dit je prends de l'argent à des gens pour un truc qui marche pas du tout, je suis pas sûr que ce soit intime. Quand il dit lui-même c'est un blanchiment de nègre, évidemment qu'il ne le dit pas dans son œuvre, il le dit dans sa correspondance. Mais voilà quelqu'un qui dans ses livres dit la psychanalyse ça marche et dans la correspondance dit ça ne marche pas. Ça m'intéresse moi. Un personnage qui dit de deux choses différentes, deux choses contradictoires, qui dit dans ses livres c'est scientifique et c'est reproductible et c'est vérité, etc. Et qui dans la correspondance dit non, ça marche pas. Donc c'est ça qui m'intéresse. Après, on me dit oui, vous êtes allé chercher des histoires avec le fait qu'il ait couché avec sa belle-sœur. Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je dis mais attendez, c'est Freud lui-même qui dit que parce qu'il a renoncé à la sexualité, il a pu créer la psychanalyse comme discipline et il en fait une théorie qu'il appelle la sublimation. Théorie qui a imprégné la totalité du XXe siècle. Tout était sexuel, tout était sublimation, etc. Et je dis c'est faux. Coucher avec sa belle-sœur, donc on renonce pas à la sexualité. Mais donc il a menti, bon. Non, il a pas menti. Il a juste présenté comme une théorie universellement valable, ce qui était une fiction, tout en sachant que c'était une fiction. Mais est-ce que c'est pas une vision noire de la chose? Est-ce que si je reprends la formule du verre à moitié plein et du verre à moitié vide, on peut dire effectivement que vivre tue, c'est-à-dire que la civilisation judo-chrétienne est en train de
mourir. Ou on peut dire, c'est quand même extraordinaire que même sur une fiction, ça nous tient depuis 20 siècles. Oui. C'est une autre manière, alors peut-être fictionnelle, mais en tout cas positive, optimiste, de voir les choses, et pas forcément idiote. Non, mais j'ai pas dit non plus pour autant qu'il fallait moraliser sur cette civilisation. C'est-à-dire quand j'explique ce qu'est le processus des croisades, des procès d'animaux, des procès de sorcières, de l'inquisition, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. La même chose avec le génocide vendéen, la même chose avec avec Robespierre, la même chose avec le fait qu'on assassine le petit roi héritier Louis XVII. Enfin, je dis, mais avait-on besoin, pour faire un homme nouveau, de traiter un enfant en animal, et pour faire de telle sorte qu'on obtienne ce double cadavre de roi, etc. Donc, je dis pas c'est pas bien, c'est bien. Je dis, est-ce qu'on est capable de voir que le réel s'est construit sur tout ça? Oui, c'est vrai, Michel Onfray. Mais vous oubliez de dire que si ces choses se sont faites, alors bien ou mal, c'est un autre débat. C'est évidemment mal de tuer. Mais si les gens ou les croyants vont contre leur croyance, c'est parce que le réel, cher à votre cœur, parfois le leur impose. C'est exactement comme dans Le Parrain. Il veut protéger sa famille et il est à chaque fois il dit j'arrête, et il est emporté par le crime. Je ne sais pas si la comparaison est un peu oiseuse, sauf que l'histoire des papes et l'histoire des parrains étaient parfois proches. Mais ce que je veux dire, c'est que en oubliant ce pourquoi, ou en faisant un raccourci en disant l'Église catholique s'est construite sur l'antisémitisme. Bon, on peut l'admettre. Le pape était pour Hitler. Non, le pape n'était pas pour Hitler. Que pouvait le pape face au nazisme? Enfin, c'est-à-dire, donc, et on oublie tout un réel à cette époque-là. Le pape pouvait faire une chose extrêmement simple, qui était de mettre Mein Kampf à l'index, ce qu'il n'a jamais fait. C'était d'excommunier la totalité des nazis, ce qu'il n'a jamais fait, alors qu'il a mis Marx à l'index et qu'il a mis les communistes à l'index. Et qu'aujourd'hui, on trouve encore Simone de Beauvoir à l'index, ou Jean-Paul Sartre à l'index, mais aussi Helvétius, Descartes, etc. Donc la totalité des philosophes qui sont au programme de classe terminale sont à l'index, c'est-à-dire des livres prohibés par l'Église, et je pointe simplement cette idée que Mein Kampf n'y est pas. J'ajoute que moi je veux bien sauver le pape, je vais même vous faire l'éloge du pape précédent, qui est Pie XI. Pie XI écrit un texte appelé à devenir une encyclique dans laquelle il fait la condamnation du national-socialisme. Et puis, le droit canon étant ce qu'il est, c'est extrêmement compliqué, il faut signer, contre-signer, etc. Il meurt entre deux. Peut-être même d'ailleurs un peu aidé par les fascistes mussoliniens. Je le pense d'ailleurs. Et cet homme disparaît, et Pie XII prend la suite. Et Pie XII est quelqu'un qui laisse déporter des juifs sous les fenêtres du Vatican. Bien sûr qu'il pouvait faire des choses. Il pouvait très exactement prendre le texte de Pie XI, en disant « il y a eu une encyclique que je reprends moi-même à mon compte et je la signe, et ce sera l'encyclique de l'Église », et l'Église condamne le national-socialisme, puisque le pape précédent l'avait fait et qu'il a été probablement tué par les fascistes. Ça n'a pas été le cas. J'ajoute que si aujourd'hui l'Église est en train de faire un procès en béatification, elle le fait non pas depuis XI, mais depuis XII. Depuis XII, sachant que Pie XI s'est opposé au national-socialisme, mais c'est Pie XII qui ne s'y est pas opposé qu'on est en train de béatifier aujourd'hui, ou de canoniser, ou de sanctifier avec le pape François. C'est-à-dire que le pape François, c'est bien ce qui a eu, Michel Onfray, des lâches, ou des abrutis, ou des crétins, même dans la papauté. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que l'honneur c'est qu'on sanctifie les crétins et pas les héros? Oui, mais est-ce que l'honneur de l'Église n'a pas été justement tous ces prêtres qui ont sauvé des enfants juifs, parce que il y a mais c'est ça aussi qui est extraordinaire dans la religion chrétienne et la religion catholique, c'est que la désobéissance est possible. C'est une religion puisqu'il suffit de se confesser. C'est le génie. Là, on peut désobéir. C'est pourquoi quand on fait des procès, oui, vous dites ça et vous ne faites pas ça, à la limite, c'est peu de choses par rapport au génie de cette religion qui permet la transgression. Jésus-Christ lui-même étant une transgression de son propre dogme.
suis pas sûr, qu'il transgresse son propre dogme. D'abord, pour moi, il n'a pas existé. Ouais. Et ensuite, je dirais, l'Église s'est constituée non pas sur Jésus, mais sur Saint Paul. C'est pas exactement la même chose. Saint Paul est dans une misogynie terrible, dans une haine du corps incroyable. Mais ça, c'est Saint Paul. Cherchez une misogynie chez Jésus. D'abord, vous la trouverez pas, mais ensuite, vous trouverez le contraire. Dans cette figure qui est nommée Jésus, vous avez au contraire un amour de la femme pécheresse, enfin du moins un pardon à destination de la femme pécheresse. Vous avez Paul qui est quand même représenté avec le glaive. Paul laisse faire des autodafés. Quand il vient parmi les philosophes à Athènes, on brûle des livres. Regardez les Actes des Apôtres, où on vous dira que ce sont des livres de magie. C'est quoi un livre de magie? C'est un livre de philosophie, c'est un livre de religion païenne, parce qu'on estime que la religion païenne est magique. Est-ce que le christianisme n'est pas une religion magique qui nous explique que quand on mange du pain, on mange le corps du Christ, et que quand on boit du vin, on boit le sang du Christ? C'est magie contre magie. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses dans le christianisme qu'on peut sauver, puis d'autres qui sont moins insauvables pour le coup, parce que il y a dans le christianisme aussi Saint François d'Assise. C'est pas rien, Saint François d'Assise. Il y a eu tous ces Paul s'est un converti, donc de toute façon, en plus il a la raideur du converti. Bah oui, mais il a la raideur du converti, il a une névrose sexuelle, il est antisémite, il a participé au massacre du premier chrétien, Saint-Étienne, etc. Enfin, on pouvait se choisir d'autres héros quand même. Oui, mais antisémite à cette époque-là, ça veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Non, ça veut pas dire la même chose, sauf que il a fallu quand même attendre tardivement au XXe siècle et après Auschwitz pour que l'Église considère que de fait les Juifs n'étaient peut-être pas le peuple déicide. Le peuple une religion d'amour universel, d'amour du prochain qui commence par retrancher les femmes, qui retranche ce qui n'est pas chrétien et qui retranche aussi les Juifs, c'est pas tellement une religion universelle. Oui, mais à cette époque-là, il y avait d'autres. Non, mais ça, j'entends bien que pour notre morale actuelle, c'est horrible, mais à l'époque, il y avait d'autres dangers bien plus graves. Tout est une question de perspective et de point de vue. J'entends bien que vous avez raison et qu'il ne faut pas penser l'antisémitisme des pères de l'Église à la lueur noire de ce qu'a été la libération des camps de concentration. Ça, je suis entièrement d'accord. Sauf que l'antisémitisme n'était déjà pas défendable, ne serait-ce que d'un point de vue chrétien, sur le seul principe de l'amour du prochain. Si on pardonne ses fautes à celui qui nous aura offensés, admettons que le peuple juif ait été le peuple déicide. La doctrine chrétienne nous invite à pardonner et pas leur donner des coups ou des gifles ou les massacrer. Donc il y avait quand même... Mais le premier antisémitisme était un antisémitisme juif. Non. C'est dans les évangiles qu'on trouve déjà les premières condamnations juives. Les évangiles ont été écrits par des juifs. Non, mais l'antisémitisme est consubstantiel à l'existence des Juifs, donc c'est pas le christianisme qui l'invente. Mais le christianisme qui fait la promotion de l'amour du prochain exclut les Juifs du prochain. Et je dis simplement qu'ontologiquement, ça débouche pas étonnamment au XXe siècle sur l'antisémitisme nazi, mais aussi sur l'antisémitisme bolchevique. Enfin, ça nous conduirait, il faudrait toute la nuit. 18h, 19h. Passion classique avec Olivier Bellamy. Michel Onfray, est-ce qu'il y a de l'humour dans Décadence? Je pense. Alors moi, je vais me dire, pour moi, c'est de l'humour, mais alors je ne sais pas si c'est de l'humour fait exprès. Vous dites par exemple, à un moment donné, tout un passage autour de Vichy, Vichy lutte contre l'alcoolisme. Évidemment, je pense tout de suite à l'eau de Vichy. Mais est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est de... Non. Vous voyez, je suis encore plus drôle que vous l'imaginez. Non, là, vous lacanisez, mais... je sais plus dans quel... Non, si, c'est incroyable, justement. Parce que vous faites allusion, justement... Enfin, vous décrivez que Pétain, justement, lutte contre l'alcoolisme, parce qu'ils disent que, bon... Les Juifs, c'est l'argent, c'est Léon Blum, c'est l'alcool, etc. Et qu'on buvait aussi beaucoup à cette époque-là. Et donc Vichy lutte contre l'alcoolisme, moi je trouve ça tordant. Mais... Écoutez, je n'avais pas fait ça pour ça, non. Michel Onfray, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première.
bonheur, des mouvements délicats, juste sous mes doigts si fragiles, qu'elle seule peut voir et sentir. Je l'aperçois. Christophe, Dangereuse, c'est son dernier album, je crois. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est une Madeleine très récente. Une Madeleine fraîche. Oui, une Madeleine fraîche. Ouais. Oui, j'aime beaucoup cet homme-là. Tout l'homme, la figure, la fragilité, le personnage. Quand on le voit de temps en temps à la télévision, on le voit bien qu'il est décalé. Et c'est un grand poète. Ouais. On utilisait tout à l'heure le mot. Et en voilà un qui est vraiment poète. Parce que je pense qu'il y a l'œuvre, il y a l'écriture, il y a la musique. Il y a le corps du personnage, puis il y a sa vie. Il a véritablement une vie poétique. Donc c'est pas quelqu'un qui ment. Il y a des menteurs, il y a des faiseurs, il y a des fabricants dans ce milieu-là. Et il y a chez lui une espèce de coïncidence. Je l'ai croisé une fois un jour en terrasse à Paris. Et puis je rentrais dans ma province et il était là. Et il a l'allure de ce qu'il est. Et son corps dégage ce qu'il est véritablement, avec cette fragilité et une présence fragile au monde, avec des chansons qui sont très belles. Moi, je l'écoute depuis très longtemps. Vous n'aimez pas le mensonge. Vous n'aimez pas qu'on dise une chose et qu'on soit oui, mais c'est un peu banal que de le dire, parce que tout le monde vous dira ça. Personne ne dira qu'il aime le mensonge. Mais oui, c'est l'injustice qui me gêne. Et je l'ai subi enfant. Mes parents, enfin, je veux dire, je l'ai beaucoup dit, l'exploitation de mes parents. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. J'ai vu l'injustice. Je me suis trouvé dans un orphelinat. J'ai subi l'injustice. Et il me semble que le mensonge est l'une des modalités de l'injustice. Et si je reste engagé à gauche, et si la gauche au pouvoir, si la gauche institutionnelle me gêne autant, c'est parce qu'elle ment aussi, c'est parce qu'elle ment souvent, et que je pense qu'être de gauche, c'est justement dénoncer les mensonges de gauche, mais il y a des mensonges de droite aussi. Bon, c'est vrai que j'ai un aspect un peu Cyrano, ça sert pas à grand chose, mais je suis ainsi fait, et puis j'aime bien la coïncidence. J'aime bien que on n'est pas obligé de dire des choses, mais on est obligé, quand on les dit, d'être à la hauteur. On peut pas dire que si on est écologiste, à mon avis, il faut mener une vie écologiste. Si on est catholique, il faut mener une vie catholique. J'ai rien contre les écologistes, j'ai rien contre les catholiques, mais j'ai contre le fait que des gens disent être catholiques et ne mènent pas une vie catholique. J'ai écouté Luc Ferry, qui travaille dans Radio Classique, qui racontait une histoire, j'ai trouvé assez frappante, je voulais vous faire réagir par rapport à ça. Il racontait que l'histoire d'un casseur de pierre, histoire que vous connaissez peut-être, qui est une parabole, un casseur de pierre qui dit, ah voilà, je casse des pierres, je suis malheureux, il fait froid, etc. Un peu plus loin, il voit un autre casseur de pierre, etc. Et le troisième, c'est un casseur de pierre aussi, mais heureux, parce qu'il a l'impression, parce qu'il travaille pour bâtir une cathédrale. Donc, il a l'impression de faire partie d'une chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que entre l'effort, l'impression, aujourd'hui on parle beaucoup de ressenti, il y a la température, c'est même une chose un peu agaçante, mais c'est vrai que pour deux travaux différents, il y a le principal, c'est ce qu'on a dans la tête. Si on n'a pas l'impression d'être un esclave, il y a des gens qui se croient des maîtres, mais qui sont des esclaves de l'argent, de leur propre vanité, et d'autres qui ont peut-être une vie que d'aucuns qualifieraient de misérable, mais qui sont des princes, parce que finalement ils se voient ainsi. Ils ne dépendent de personne profondément, intérieurement. Oui, alors ça dépend si on est casseur de pierre ou tailleur de pierre. C'est pas exactement la même chose. Parce que je pense qu'un tailleur de pierre peut avoir le sens du travail bien fait et estimer qu'il contribue à la cathédrale. Un casseur de pierre, probablement moins. Parce qu'il y a des métiers qui épanouissent, et quand on est dans l'épanouissement, je comprends qu'on puisse dire qu'on aime son travail. En revanche, quand on n'est pas dans l'épanouissement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse trouver son compte à dire je suis caissière dans un supermarché et j'adore mon métier parce que je contribue au plaisir des gens qui sont contents d'acheter des cadeaux, des chaussures neuves ou je sais pas quoi. Il y a hélas des métiers un peu dégradants et humiliants, et plein de gens sont obligés de faire ces métiers-là parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut vivre ou survivre. Et l'aliénation, ça existe. Alors votre question, c'est est-ce qu'il faut toujours la lucidité, en sachant que la lucidité peut être payée de souffrance? Est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt une illusion qui sera génératrice de bonheur? Et de fait, vous avez raison, les gens préfèrent des fictions qui les rassurent à des vérités qui les inquiètent.
Le propre du philosophe, c'est pas de fabriquer des illusions, c'est pas d'entretenir les illusions, c'est de fabriquer des vérités, mais pas des vérités qui inquiètent. Dans un premier temps, la philosophie produit des vérités qui inquiètent. Mais si on va au-delà, la philosophie produit aussi des vérités qui rassurent. C'est-à-dire, on dit, mais ne croyez pas à ça. Et quand j'ai démonté la psychanalyse, on m'a dit, oui, vous tapez sur la psychanalyse. Je dis, non, je tape sur une modalité de la psychanalyse qui est la psychanalyse freudienne. Il y a des psychanalyses qui vous permettraient d'obtenir des résultats qui ne sont pas ceux de la psychanalyse freudienne. Je dis exactement la même chose avec les fictions, en disant, mais pas besoin de la fiction religieuse, qui vous promet un arrière-monde qui pour moi n'existe pas, puisque vous avez la vérité d'une philosophie qui vous proposera une sagesse ici et maintenant. Vous faites le pari de Pascal et Dieu n'existe pas, vous avez tout perdu. Vous faites le pari de la sagesse ici-bas, alors vous avez tout gagné. Parce que, effectivement, on peut apprivoiser la mort, la souffrance. C'est mon prochain livre, ça. Avoir la transcendance, l'idée d'une transcendance. Mais ça, je crois pas, à la transcendance. D'abord, je ne la ressens pas. Et on pense toujours à partir de soi. C'est ce que Nietzsche appelait de l'idiosyncrasie. On a un corps. Et il y a des corps qui ont la voie d'accès direct à la transcendance et d'autres qui ne l'ont pas. Moi, je n'ai jamais ressenti la transcendance, ni même le besoin de la transcendance, ni même l'au-delà. Je vous ai parlé tout à l'heure, en faisant des confidences, d'un moment où, effectivement, en présence de la mort de quelqu'un qu'on aime, on voit bien qu'on a le désir de cette transcendance. On voit la queue de comète de la transcendance. Et puis on se dit non, c'est une illusion. Je comprends bien que je n'ai pas envie de voir le réel et je vois bien comment la transcendance se fabrique. Est-ce que j'ai le droit de déconstruire le déconstructeur ? Bien sûr. J'ai lu, par exemple, une phrase. L'idée que vous parlez du Moyen-Âge. L'idée que Dieu ne puisse pas exister n'effleure pas encore l'esprit des hommes. Avec tout le respect que je vous dois, qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que dans la foi, il n'y a pas forcément le doute ? Et est-ce que alors après, on a plusieurs manières de réagir au doute qui est consubstantiel à la foi. C'est-à-dire soit de dire je crois, alléluia, ou soit, comme disait Bernanos, je doute pendant 23 heures et 59 minutes et pour une minute d'espérance. Enfin, il y a des milliers, mais au Moyen-Âge, il me semble que c'était forcément traversé par le doute. Forcément. Alors, ce qui me permet de le dire, c'est que pour moi, un athée, c'est quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas. Et peut-être qu'on l'a dit au Xe siècle, dans un village où il y avait 13 personnes et personne n'a consigné le truc. Moi, je dis, voilà, il y a un moment donné où c'est dit, et pour la première fois, et c'est l'abbé Meslier, dans son testament, au début du XVIIIe siècle. En amont, je ne dis pas qu'il n'y a pas de doute. Le doute m'étonne, moi. J'ai un ami, frère Joël, qui est dominicain, et je lui dis, mais toi, tu ne doutes pas de cette Bible, qu'est-ce que tu crois ? Il me dit, moi, je suis rentré au monastère parce que je doute. Je dis, mais moi, ça me sidère, ça. Parce que je ne doute pas, pour moi, de l'absence de Dieu. Je dis, Dieu n'existe pas, c'est une fiction qu'on peut démonter, etc. Mais de quel droit vous ne doutez pas, Michel Onfray ? Mais pourquoi vous voulez parler en termes de droit, hein ? Mais non, parce que c'est de l'ordre de l'inconnaissable. C'est de l'ordre de l'inconnaissable. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Si je vous dis que je suis venu ce matin en train et qu'il y avait juste à côté de moi une licorne, et que je vous dis, faites-moi la démonstration que cette licorne n'existe pas, et je vous croirai, ça veut dire que finalement, je peux dire n'importe quoi, et que c'est à vous de faire la preuve qu'existe quelque chose qui n'existe pas. C'est pas à moi. C'est pas à ceux qui disent que Dieu n'existe pas de faire la preuve que Dieu n'existe pas. C'est à ceux qui annoncent l'existence d'une fiction de faire la preuve que cette fiction est une vérité ou une réalité. C'est à vous. Là. Vous avez 5 minutes pour me faire la démonstration que Dieu existe. Mais... Si vous voulez, mais moi, ce que je lis souvent dans Décadence, c'est que c'est un procès, et vous me faites penser parfois, vous savez, à ces juges. Vous savez, par exemple, le type, on l'accuse d'un crime, il baisse les yeux et il ment sur une chose, il ment pour protéger sa maîtresse. Il l'a pas tuée, mais il a fauté avec la femme du voisin, etc. Donc il va mentir. Et vous faites parfois penser à ce juge qui dit « Ah, vous avez menti, donc vous êtes coupable, donc vous avez tué. » Mais pas du tout. Moi, je récuse la métaphore du tribunal. C'est une fresque que je propose. C'est pas un tribunal. Je suis pas un juge, je suis pas un procureur, et vous trouverez difficilement dans ces 650 pages des jugements disant c'est pas bien. Jean-Jacques Rousseau, il en prend quand même pour son grade. Non, mais je fais la démonstration que Rousseau dit n'importe quoi. C'est pas un jugement de valeur. Rousseau il dit, commençons par écarter les faits.
Extraordinaire. Et voilà un philosophe qui nous dit les faits, on s'en fout. Il ajoute, je pose l'hypothèse de l'homme à l'état de nature. Non, mais attendez. C'est honnête. Non, mais je voudrais que les auditeurs sachent que je ne fais pas un procès. Je lis Rousseau et je dis, Rousseau nous dit 1, écartons les faits. 2, je pose l'hypothèse d'un homme à l'état de nature. Page suivante, ça n'est plus une hypothèse, c'est une vérité. Page d'après, c'est plus une vérité, c'est une certitude universelle. C'est son délire. Il entre dans son délire. Le problème de Rousseau n'est pas qu'il ait eu un délire rousseauiste juste dans son livre, c'est que ce délire a été repris par Robespierre, que ce délire ait généré les Jacobins, que ce délire est produit dans la Révolution française, sa partie la plus noire, avec le jacobinisme 1793, tribunal révolutionnaire, etc., que ça produit le fameux homme nouveau. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est une expression de Saint-Paul, et que la Révolution française reprend le schéma chrétien en nous disant « il nous faut réaliser un homme nouveau », et que tout ça va générer chez les fascistes du XXe siècle, puis chez les bolcheviks du même XXe siècle, le même désir d'un homme nouveau, et on a vu où ça nous a conduit. Oui, donc voilà quelqu'un qui nous dit « on écarte les faits », et au bout du compte, tous les marxistes du XXe siècle nous ont dit on écarte les faits. Le goulag est un fait. On dit non, c'est pas un fait. C'est juste un moment dans une dialectique qui va conduire à la réalisation du progrès de l'humanité et de l'humanité réconciliée avec elle-même, avec le triomphe du prolétariat. On dit attendez, il y a des morts qui crèvent la faim là dans le goulag. Et on dit non, ça écartons les faits. Eh bien non, je dis ce type est dangereux parce que il est le saint-père des intellectuels contemporains, des intellectuels du XXe siècle, les Sartre, etc., sauf quelques exceptions. Pas de Camus, par exemple. Et je dis, mais les philosophes qui commencent par écarter les faits sont tous des gens qui vont nous vendre des fictions, et le propre de mon travail, c'est justement de démonter les fictions. Il est 18h45, c'est malheureusement le temps d'une deuxième page de publicité, Michel Onfray. Alors vous aviez deux autres petites manaines, peut-être qu'on peut en parler brièvement, juste avant de lancer. Mylène Farmer, est-ce que vous savez que jamais on a parlé autant de passion classique que quand vous avez parlé de Mylène Farmer à ce même micro? Oui, je voulais vous remercier parce que j'avais effectivement fait le choix d'une chanson de Mylène Farmer dont j'aime beaucoup le travail, et un peu pour les mêmes raisons que Christophe, c'est-à-dire une vie à la hauteur, une vie d'artiste, une vie de poète, une vie d'écorché qui n'écrit pas des mots qui ne soient pas ressentis, vécus. Et j'avais fait cette déclaration comme ça à la radio. J'avais reçu un petit texto disant des choses gentilles, signé Mylène. J'ai dit tiens, c'est un copain qui me fait une plaisanterie. Et puis il se fait que c'était Mylène Farmer. Donc nous sommes rentrés en contact grâce à vous. J'ai découvert qu'elle dessinait superbement. Et là, j'ai fait un petit livre qui s'appelle L'Étoile polaire. Elle m'a fait l'amitié de faire des dessins pour ce livre. Et puis on s'envoie de temps en temps des textos, donc c'était une façon de vous rendre hommage et de vous remercier d'avoir rendu possible cette rencontre, et puis faire écouter aux auditeurs aussi une des chansons de son dernier album. Eh bien, merci à vous d'avoir fait parler de Passion Classique dans Voici, dans Gala et dans tous les journaux très intellectuels qui vous suivent. 18h, 19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy. Michel Onfray, est-ce que vous avez déjà pensé que vous pourriez être, sans le vouloir, le chef d'une sorte de secte? C'est-à-dire que alors j'ai vu ça puisque j'ai vu que vous avez maintenant un site représenté par vos lunettes rectangulaires, et j'ai vu comme une marque, comme un signe de ralliement, comme ça. Et je me suis dit, si dans 50 ans, un dictateur tombe sur votre livre, et dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. On va obliger à lire, tout le monde à lire Épicure, ou sinon ce sera des coups de Knut, etc. Bon, voilà. Et tout le monde va avoir les livres de Michel Onfray comme le petit livre rouge. Enfin, on fera un condensé. Voilà. Bon, eh bien, à ce moment-là, peut-être que un Michel Onfray dans un siècle dira « Ah, mais le ver était dans le fruit ». Toutes les idées développées par Michel Onfray ne pouvaient que conduire à la dictature et à la barbarie. Et même moi, j'espère vivre un siècle et même 2 siècles pour pouvoir dire et répondre à ce Michel Onfray de l'avenir, dire « Vous vous trompez, j'ai très bien connu Michel Onfray, il n'était pas du tout comme ça. » Non, mais vous avez raison. C'est la pire des choses qui puisse m'arriver. Mais en même temps, avec la théorie du prélèvement, tout est possible. Vraiment. J'appelle théorie du prélèvement le fait, dans une œuvre complète, de prélever 3 phrases, 2 mots,
un concept, de lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. Et chez Nietzsche, il y a ça, il y a très exactement ça. Ce concept de surhomme, Nietzsche nous dit en gros, le réel est tragique. Si vous savez que le réel est tragique et que vous y consentez, vous êtes un surhomme. Je vais vite, mais c'est un peu ça. Est-ce que ça ne conduit pas au nazisme? Parce qu'on l'a dit. Le contraire. C'est exactement le contraire. Parce que Nietzsche dit, en gros, c'est une figure ontologique, c'est une figure de philosophie, et c'est surtout pas une figure politique. Et d'un seul coup, elle se met à devenir le surhomme, l'homme qui n'a aucune pitié, qui égorge, qui massacre, et qui devient d'un seul coup quelqu'un d'au-delà de l'humain, un surhumain. Nietzsche aurait été le plus malheureux des hommes de voir quelle lecture on pouvait faire de son travail, parce que justement, il y a beaucoup de textes qui permettent de dire, mais pas du tout. Celui qui écrit le plus froid, l'État est le plus froid des monstres froids, ne peut pas être un nazi. Celui qui dit, je ferai fusiller les antisémites, pas les juifs, ne peut pas être un nazi. Donc oui, vous avez raison, tout est possible avec les cinglés, qui peuvent dire, il a écrit ceci, il a dit cela, je ne prends que ceci, j'extrapole et je lui fais dire le contraire de ce que l'œuvre entière dit. D'où l'intérêt pour moi de mettre en perspective l'œuvre complète, les correspondances, ceci dit aujourd'hui il n'existe plus les correspondances, et les biographies, parce que c'est là qu'est la cohérence d'une œuvre. On sait véritablement qui est un philosophe quand on a vu ce qu'il a fait de sa vie, ce qu'il a écrit, ce qu'il a raconté dans sa correspondance, et là on est beaucoup plus prudent, et j'ai fait une contre-histoire de la philosophie pour dire, examinons à cette lumière-là l'histoire de la philosophie, on verra effectivement qu'il y a des fausses valeurs, genre Sartre et Beauvoir, et qu'il y a des valeurs oubliées, des Jankélévitch, par exemple, ou des Günther Anders, ou des Camus, évidemment, bien sûr. Et c'est une méthode qui marche assez bien. Vous avez choisi Éric Tanguy, qui est de Caen, donc un très bon compositeur, qui est un compatriote en plus, Normand, et que vous connaissez et qui est un ami, je crois. Oui, Éric est un ami depuis 1990 ou 11. J'avais entendu à France Musique à l'époque, en rentrant en voiture, j'étais domicilié à Argentan et je rentrais de Caen, une pièce qui m'avait saisi. Et je ne savais pas qui il était. Je crois que c'était Jean-Michel Damian qui l'a désannoncé, cette pièce. Et c'était la pièce d'Éric qui avait, 18-19 ans peut-être à l'époque. Et à l'époque, je tenais une petite rubrique dans un journal d'étudiants. J'avais fait l'éloge de cette pièce d'Éric. Et d'Éric en disant quel musicien, terrible, extraordinaire. Il y a une espèce de souffle, de génie, de puissance. Et puis, il m'avait fait une petite réponse en disant, ce serait bien qu'on se voit, etc. Et on s'est rencontrés à cette époque-là. Et grâce à Éric, j'ai rencontré pas forcément des compositeurs, mais des musiciens, des interprètes, des violonistes, des violoncellistes, Henri de Marquette, qui est resté un ami, enfin. Et je suis rentré dans ce petit monde, parce que c'était un petit monde, mais qui est un grand monde en même temps, de la musique. Et là, effectivement, j'ai eu de la chance d'abord d'avoir pour ami Éric, qui est un compositeur, et puis de voir comment ça marche le cerveau d'un interprète, et comment marche la vie des gens qui ne sont que musique, qui ne sont qu'une espèce de grande oreille. Donc on a fait des choses ensemble, j'ai écrit des textes, et Éric a composé des pièces sur ces textes-là, et nous sommes toujours amis. Un extrait de Eclipse d'Éric Tanguy. L'orchestre de Bretagne est placé sous la direction de Kurt Sanderling. En fait, Michel Onfray, à force de vous écouter et de mieux vous connaître, vous êtes quelqu'un de très sensible. Et alors, j'ai l'air de redécouvrir la roue. Puis il a coupé le beurre normand. mais c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que souvent chez les philosophes, comme ça, le concept prend toute la place. Et la sensibilité est un peu écrasée dans le fond. Or, chez vous, la sensibilité a toute sa place dans votre personnalité. Oui, parce que la philosophie c'est un sport de combat. Donc c'est vrai que quand on est sur les plateaux de télé, le buzz étant ce qu'il est, la mécanique libérale étant ce qu'elle est, on ne fonctionne qu'avec les coups de gueule.
Et souvent, on met en avant l'aspect le plus combattant, le plus gladiateur, le plus guerrier, et on rentre dans l'arène avec une épée à la main, et puis on y va, quoi. Et on oublie qu'il y a pas ça, ou il y a pas que ça, et il y a aussi, effectivement, la sensibilité, l'humanité, le goût pour la poésie, l'amitié, le désir de ne pas blesser chez quelqu'un qu'on envoie quand même dans l'arène, quoi. Alors de temps en temps, faut bien égorger quelques lions, mais vous pouvez quand même être végétarien, quoi. C'est un petit peu la tension dans laquelle on se trouve, là, plus loin de tension. Et vous avez choisi aussi Dubugnon. Oui, c'est une façon de rendre aussi hommage à l'amitié d'une part pour Richard et pour Jean-Yves Clément, qui est mon ami depuis encore plus longtemps qu'Éric, puisqu'on s'est rencontrés, je crois, en 88 ou 89. Vous avez commis un livre ensemble. Et nous avons commis un livre. Je n'ai jamais fait de livre d'entretien, et je n'en ferai pas d'autres, je pense. Mais Jean-Yves me l'ayant demandé, je l'ai fait, parce qu'effectivement, on a fait le point sur la musique, lui et moi. Et aussi bien l'Université populaire du Goût d'Argentan que Chambois, aujourd'hui, dans mon village natal, on laisse une place extrêmement importante à la musique. Et c'est grâce à Jean-Yves qu'on a des musiciens de qualité qui viennent gentiment, bénévolement et gratuitement faire écouter aux gens de mon village natal et aux gens de la campagne normande des pièces magnifiques. Et Richard Dubugnon m'a été présenté par Jean-Yves Clément. Et ça a été aussi un coup de foudre parce que d'une certaine manière, je veux pas dire que sa musique me ressemble, mais moi j'aurais bien aimé être compositeur. Et je me dis, mais si j'avais eu à être compositeur, voilà la musique que j'aurais aimé pouvoir composer. Et il y a chez Richard une espèce de belle violence aussi, d'énergie, de force et de puissance. C'est une musique sans concession, et puis en plus de ça, il est drôle, il est marrant, il est plein d'ironie, il a une vie gargantuesque, et son œuvre l'est aussi, et voilà pourquoi j'ai souhaité qu'on en parle un peu. Dubugnon, Arcane symphonique, Le Monde, c'est ce que vous avez choisi. C'est Alain Altinoglu qui dirige l'orchestre de Montpellier. Je ne vais pas vous faire le coup du questionnaire de Proust, Michel Onfray, mais juste une petite question comme ça pour terminer. Qu'est-ce que c'est pour vous philosopher ? C'est penser le monde déjà, c'est-à-dire dans sa totalité, avoir une vision claire du monde pour pouvoir trouver sa place dans ce monde. Et pour pouvoir inviter, parce que je pense pas que ce soit une affaire uniquement personnelle, mais pour pouvoir inviter mon prochain, ceux qui voudraient non pas faire secte, mais qui voudraient faire sens dans leur existence, les inviter à des trajets possibles. Cartographier le monde en disant, voilà comment on peut se déplacer dans ce monde qui peut vous paraître labyrinthique, mais je propose des fils d'Ariane. Donc aussi bien avec l'Université populaire du Goût, l'Université populaire de Caen, la web TV que j'ai créée, les livres que j'écris, les rencontres les rencontres avec vous, par exemple, de dire voilà, il y a une cartographie, vous avez la boussole, vous avez la carte, tracez votre propre chemin. Je ne demande pas que vous suiviez mon chemin, mais tracez votre propre chemin, et ça s'appelle philosophie. Donc vous êtes un vrai professeur. J'aime bien ça. Moi, j'ai été 20 ans professeur avec mes élèves que j'ai adorés. J'ai démissionné d'Éducation nationale pour créer l'Université populaire, mais parce qu'il me manquait cette jubilation qu'il y a à transmettre et à partager. Moi, la philosophie m'a sauvé. J'aime pouvoir contribuer au salut de quelques-uns. Eh bien, merci beaucoup, Michel Onfray. C'est moi. D'être venu en direct dans Passion Classique. Merci aux auditeurs qui ont adressé leur message à Michel Onfray pendant l'émission.
Merci également à notre réalisatrice, Lucille Metz. Vous pouvez réécouter cette émission avec Michel Onfray ce soir à minuit. Je vous donne rendez-vous demain à 18h. Alors, nous parlerons de goût avec Guy Savoie, un très très grand cuisinier. Tout de suite, vous retrouvez Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.